Cher Pascal Hugues, lieber Johannes Wetzel, chers amis de la Maison Heinrich Heine, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre soirée intitulée France-Allemagne, vivre entre deux cultures. Je suis ravie que Pascal Hugues, correspondante à Berlin depuis 1989, depuis la chute du mur, je pense, ait pu venir à Paris pour nous présenter son dernier livre qui est paru en août dernier, simultanément en France et en Allemagne, dans les deux langues, ce qui est plutôt rare. La version française a été publiée aux éditions des Arènes sous le titre Was ist das? Chronique d'une Française à Berlin. Le titre de son livre paru aux éditions Rowohlt, est traduit du français en allemand et Deutschland à la française. Pascal Hugues travaille depuis Berlin pour Le Point et elle écrit également la chronique Mon Berlin, Mein Berlin, au Tagesspiegel, pour laquelle elle a reçu le prix du journalisme franco-allemand. Elle est l'auteur de plusieurs livres, Marthe et Mathilde, paru en 2009, et La robe de Hannah, paru en 2014. Pour ce livre, elle a reçu le prix du livre européen et le prix Simone Weil. Ces deux livres ont été présentés à la Maison Heinrich Heine et j'en ai gardé un très bon souvenir. Même si Pascal Hugues, depuis 15 ans, vit et travaille à Berlin, l'Allemagne n'est pas encore son vrai Heimat. Et la France a cessé d'être le pays familier de son enfance. Vivre entre deux pays, c'est comme porter des petites antennes occupées en permanence à capter les différences. C'est une image que vous utilisez dans votre livre. Pascal Hugues n'a pas choisi le ton de la correspondante diplomatique, vous allez voir, mais celui de l'humour, et elle observe et sonde le monde qui l'entoure. Elle épingle avec malice les différences, sans oublier toutes ces expressions et tous ces tics de langage français ou allemand. À travers une trentaine de chroniques, l'auteur, je cite, pointe sa plume vers nos différences et nous parle sans aucun tabou. Malheureusement, vous l'avez déjà constaté, nous ne pourrons pas ce soir pratiquer une confrontation d'idées franco-allemandes telle que nous l'avions initialement prévue, puisque le deuxième invité de ce soir, Nils Minkma, qui devait nous présenter son livre Das geheime Frankreich, paru également en 2017, a malheureusement dû décliner sa venue en raison d'un état grippal. Ça arrive à beaucoup de monde, malheureusement, Nils Minkma aussi. Cher Pascal Hugues, bienvenue à la Maison Heinrich Heine, vous la connaissez bien, et merci aussi d'être venu. Et je passe maintenant la parole à Johannes Wetzel, qui est journaliste allemand vivant à Paris. Comme ça, il y a aussi déjà une confrontation d'idées et d'expériences, et Johannes Wetzel animera cette rencontre. Merci beaucoup. Effectivement, je suis en France. C'est ce qu'on a constaté tout à l'heure exactement depuis autant d'années que vous à Berlin, c'est-à-dire on est arrivé juste avant la chute du mur dans les pays respectifs. Merci beaucoup à tout le monde d'être présent. Donc, je n'ai pas à rajouter un mot de présentation de Pascal Hugues parce que ça a été très bien fait à l'instant. Et c'est tant mieux parce que du coup je passe tout de suite la parole à Pascal Hugues pour parler peut-être de ces deux livres que Madame Ross vient de mentionner. Je vais switcher, si vous permettez, de temps en temps entre le français et l'allemand parce que mes notes, comme j'ai lu la version allemande du livre, j'ai été prise en allemand et donc j'ai aussi le titre de ces deux livres en allemand. Le premier donc étant Marthe et Mathilde, Eine Familie zwischen Frankreich und Deutschland, paru en 2008. Je crois que c'est l'histoire de vos grands-mères, puisque le franco-allemand qu'on célèbre dans cette maison et qu'on célèbre en particulier là, ces jours-ci, puisque c'est le 55e anniversaire du traité de l'Élysée, le franco-allemand, vous êtes un peu tombé dedans, étant né à Strasbourg, et si j'ai bien compris, je n'ai pas lu le livre, de grands-parents, aussi bien du côté allemand que du côté français.
Oui, bonsoir d'abord. Et je suis désolée d'être toute seule. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'est vrai que ça aurait été bien de discuter avec Niels Minkma aussi, que j'aurais beaucoup aimé rencontrer ce soir. Mais bon, voilà. Alors, pour répondre à votre question, oui, alors Marthe et Mathilde, c'est l'histoire de mes grands-mères. L'une était allemande, enfin, d'origine allemande, arrivée en Alsace quand l'Alsace était allemande avant la Première Guerre mondiale, enfin au début du siècle. L'autre était alsacienne, donc, et elles se sont, c'est une histoire assez extraordinaire parce qu'elles sont nées en 1901 et elles sont mortes en 2001. Elles avaient presque 100 ans, juste quelques semaines avant leur 100e anniversaire, et elles ont été amies pendant 95 ans. Et à travers l'histoire, c'est toute l'histoire de la France, de l'Allemagne, de ces guerres qui nous ont déchirés, mais aussi l'histoire de l'Alsace. Elles ont changé toutes les deux 4 fois de nationalité. Elles ont connu 2 guerres, la crise économique des années 30, l'après-guerre, enfin, c'est tout le 20e, elles ont traversé le 20e siècle côte à côte. Voilà. Et le deuxième livre, donc, qui s'appelle, en allemand, vous avez dit, c'est le titre de l'annonce immobilière qui vous a montré le chemin vers votre appartement actuel à Berlin. Le titre, c'est Ruhige Straße im Untergrundlage. Dans ce livre-là, vous avez exploré, donc en 2013, vous avez exploré un peu l'histoire allemande en suivant les rues, ou comment ça s'est passé? De quoi parle ce livre? Non, alors en français, il s'appelle La robe de Rana, il a un autre titre. Et à l'époque, j'avais des enfants assez petits. Et on peut faire beaucoup de choses avec des enfants, mais voyager souvent et longtemps, ça, c'est pas possible. Il faut quand même pas être trop loin, quoi. Donc je m'étais dit, bah, une idée qui serait très chouette, très bien, c'est de faire le portrait de ma rue à Berlin. Là, je peux travailler depuis le balcon, c'est totalement compatible. Et quand on arrive en Allemagne, c'est la première chose qui m'a toujours frappée quand on compare à cette beauté de Paris où tous les immeubles sont encore en place. Quand vous avez du XVIe siècle au XXIe siècle, tout est encore intact, rien n'a été démoli, en tout cas pas par des bombardements. Et quand vous arrivez dans ces villes allemandes, ces rues allemandes qui sont décimées, ma rue, elle est très laide, c'est une ville, enfin elle n'est pas très jolie, mais bon, très laide c'est un peu dur, mais enfin, elle n'est pas très belle, c'est une rue totalement anodine qui se trouve dans le quartier de Schöneberg. C'est pas le Kurfürstendamm ou de des Linden, enfin une grande rue avec une histoire forte, c'est une petite rue ordinaire, et c'est ça que je trouvais très intéressant. Et quand on arrive dans une rue comme celle-là, on se rend compte que un tiers des bâtiments a été détruit. Un tiers a été détruit, un tiers il n'en reste que des moignons, on a gratté les façades, et un tiers il y a soit des trous, soit des immeubles qui ont été construits dans les années 50. Et donc automatiquement on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé dans une rue pareille? Des villes par exemple comme Hanover ou Kassel qui sont une laideur, enfin j'espère que personne ne dit, quand on connaît Avignon, Aix-en-Provence, c'est vrai qu'en France on est extrêmement gâtés, les villes sont tellement belles parce qu'elles n'ont pas été touchées, où il y a très peu de villes qui ont été bombardées. Et donc, je trouvais ça vraiment passionnant. Et donc, j'ai écrit l'histoire de la rue de 1905, quand elle a été construite, jusqu'à nos jours, en passant évidemment par les années d'avant la Première Guerre mondiale, où on avait l'impression que l'avenir vous appartenait, qu'il n'arriverait jamais rien. Les années de la guerre, et là, j'ai un peu bifurqué parce que j'ai trouvé d'anciens voisins juifs qui à l'époque étaient enfants et qui avaient émigré aux États-Unis et en Israël. Donc j'ai dû quand même quitter mon balcon avec mes enfants pour aller les retrouver au bout du monde. Et c'est jusqu'à aujourd'hui où la rue est en train d'être gentrifiée, où les habitants, vous savez qu'il y a une explosion d'immobilier à Berlin et elle est vraiment entrée dans mon immeuble. Je me disais ce matin, il y a plus personne. Tous les petits, les Berlinois, la dame qui me faisait un gâteau le dimanche, qui était vendeuse au KDV, les petits métiers, tout ça c'est terminé. Il n'y a plus que des avocats, enfin les gens qui ont acheté leurs appartements, et Berlin est en train de changer très très vite. Et donc c'est ça que j'ai voulu raconter, comment cette rue, aussi une rue sur un siècle. La première revue c'était une famille ou une amitié sur un siècle, et celui-là c'est l'histoire d'une rue sur un siècle. Pour parler du livre proprement dit, j'ai trouvé que le point de départ du livre est intéressant. C'est peut-être une question que beaucoup dans cette salle se posent, puisque vous êtes là et donc vous
je suppose que pendant un certain temps déjà, vous habitez en France. Dans quelle mesure est-ce que nos antennes, comme vous l'appelez, nos sens pour détecter ce qui est français, ce qui est allemand, sont encore intacts? Qu'est-ce qui fait, au-delà des clichés qui sont toujours, qui existent toujours et qui sont, il y a un grain de vérité dans tout cliché aussi. Mais au-delà des clichés, qu'est-ce qui est encore vrai? Qu'est-ce qui fait encore la différence entre la France et l'Allemagne? Et dans votre livre, vous créez un peu des, pour prendre le titre de l'émission que j'aime bien, de Arte, carambolage. Vous créez une succession de carambolages entre des observations du côté français et du côté allemand. Par exemple, dans le rapport avec le pouvoir. Vous racontez, ailleurs, je dois dire que le livre est vraiment très amusant, vous racontez de façon très amusante votre découverte du Palais de l'Élysée et de la Chancellerie, qui sont donc deux bâtiments qui sont emblématiques pour les deux pays, mais qui disent aussi beaucoup sur la relation au pouvoir. Oui, alors je vous promets que c'est le dernier livre que j'ai écrit sur la France et l'Allemagne, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas passer sa vie si vous voulez, à jouer dans les différences. Forcément, c'était la première partie de votre question. Moi, je ne serai jamais allemande. Et je me demande quelquefois si je suis encore un petit peu française, parce qu'en plus, quand on est alsacien, est-ce qu'on est vraiment, vraiment français? On est quand même très différent du français de l'intérieur, comme on appelle les Français. Donc on se retrouve le cul entre deux chaises. Tous les gens qui vivent à l'étranger connaissent ça, vous sûrement aussi, on ne sait plus très bien ce qu'on est, on est très désorienté. Et là, je me disais, il faut faire attention, parce que de jouer avec les clichés, c'est quand même extrêmement dangereux. Donc je pensais qu'il fallait, pour écrire un livre comme ça, il fallait rester très, très concret et s'accrocher à des exemples très précis. Et comme c'était une année, je l'ai écrit l'année dernière, donc une année électorale, en Allemagne comme en France, je me disais que c'est une chose, je suis journaliste politique en Allemagne depuis très longtemps, une chose qui me frappe vraiment, c'est la différence le rapport au pouvoir dans ces deux pays. Et comment en Allemagne c'est facile de travailler comme journaliste, les hommes politiques sont très, très, très proches, on obtient une interview facilement, ils répondent à vos questions, et en France, ils sont inatteignables, je trouve extrêmement hautains souvent, c'est vraiment un autre mode de travail. Je me disais comment je peux montrer ça sans broder comme ça des choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc une idée m'est venue, c'est de comparer le palais de l'Élysée et la chancellerie. Et j'ai été à la journée des portes ouvertes à la chancellerie et à la journée du patrimoine à l'Élysée. Et c'était une expérience incroyable parce qu'à la chancellerie, on rentre tout de suite avec une carte de presse, vous n'avez pas besoin de faire la queue, de toute façon il n'y a pas beaucoup de queue, c'est extrêmement bien organisé. Et à l'intérieur, ça ressemble à une fête foraine, les gens arrivent, ils sont habillés avec des maillots, vous savez, des shorts en lycra pour faire du vélo, avec des tongs aux pieds. C'est vraiment extrêmement décontracté. La chancelière arrive, elle serre les mains. Il y a un orchestre, on peut monter dans l'hélicoptère, on peut chevaucher la moto de l'escorte de la chancelière. C'est vraiment très très bon enfant. Et l'Élysée, ça a été, vous pouvez imaginer, ça a été d'abord pour avoir l'autorisation de rentrer. On va dire, d'abord, j'ai appelé, je suis quand même correspondante du Point, c'est un journal connu en France. On a quelqu'un au téléphone qui ne vous dit pas allô, bonjour, le palais de l'Élysée, que puis-je fais pour vous? On a l'impression qu'ils ont un joint, allô, oui. Je me suis dit, j'ai pu me tromper de numéro, c'est pas possible. Et la dame était manifestement j'ai simplement demandé s'il était possible de visiter le palais de l'Élysée parce que j'écrivais un livre, etc. Bon, la dame m'a dit qu'elle n'attachait pas parce qu'elle n'avait pas de temps. En gros, je dérangeais. J'ai jamais réussi. J'avais même plein de contacts avec le conseiller du président. Rien. Personne ne répond aux mails, personne ne répond aux SMS. Donc, la dernière chose que je pouvais faire, c'était d'aller à la journée des portes ouvertes, la journée du patrimoine, et j'ai quand même demandé si, éventuellement, comme étant journaliste, je pourrais ne pas faire la queue. Et on m'a dit, vous n'y pensez pas, nous sommes dans une république, c'était au moment de l'affaire, toutes les affaires, enfin, je me disais, là au moins, il y a un reste de vertu dans ce pays. Et donc, j'ai fait 6 heures de queue. Et c'était
incroyable. C'est vraiment et on m'a dit, vous avez de la chance, l'année dernière, c'était 8 heures. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il y a pas mal d'étrangers, mais il y a surtout beaucoup de Français qui viennent. Il y avait des gens qui étaient venus de Charleville-Mézières, ils avaient fait des sandwichs, une thermos de café, c'est vraiment une épreuve physique. 6 heures de queue et les premières toilettes arrivent au bout de 4 heures. Et si vous avez bu trop de thé le matin, vous êtes obligé de sortir de la file d'attente, d'aller dans un café, mais après vous devez recommencer à faire la queue depuis le début. Donc il y avait beaucoup de Français. Et le Palais de l'Élysée est le bâtiment le plus visité pendant les journées du patrimoine. Et donc ça montre l'attachement des Français à cette maison. Et les surnoms qu'on donne aux deux bâtiments, le Palais de l'Élysée, c'est le château, et les Allemands, en tout cas les Berlinois, appellent la chancellerie die Waschmaschine, c'est-à-dire la machine à laver. Donc vous avez déjà, et puis au château vit Jupiter, alors que à la chancellerie vit Mutti. Donc vous avez vraiment déjà dans les surnoms qu'on donne et aux bâtiments et à ceux qui les habitent, tout est dit sur l'importance qu'on donne au pouvoir et quand on place le président sur un piédestal. Mais je me souviens que lorsque la chancellerie a été ouverte ou construite, on l'a trouvé quand même vachement grand. Et j'ai trouvé dans votre livre que c'est probablement en comparaison internationale, le plus grand siège de gouvernement au monde. Beaucoup plus grand bien sûr que l'Élysée, beaucoup plus grand que la Maison Blanche, peut-être pas plus grand que le palais de Erdogan, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a 370 bureaux. Alors, ouais, et alors ça c'est drôle parce qu'à l'Élysée on ne peut pas travailler. Je veux dire, c'est tellement vétusque et c'est beaucoup trop petit. Et vous savez qu'il y a plusieurs présidents qui ont. De Gaulle avait pensé déménager au château de Vincennes. Sarkozy avait pensé aux Invalides, Mitterrand se plaignait en disant mais enfin c'est pas possible, c'est tellement petit, c'est plus petit que la Maison Blanche, nous avons le bâtiment le plus petit de toutes les démocraties au monde, ils trouvaient ça scandaleux. Et puis c'est surtout pas pratique quoi, pour mettre, parce que c'est tellement protégé par les monuments historiques que pour mettre les câbles, enfin, et personne ne veut déménager. Finalement personne ne déménage, même ce jeune président qui avait 39 ans, je veux dire un jeune type de 39 ans, s'installe dans un musée pareil, ça j'ai trouvé ça incroyable. Maintenant on comprend parce que comme il se veut l'héritier de Gaulle et qu'il a quand même un... Mais enfin c'est quelque chose d'étonnant pour moi. Et la chancellerie au contraire, c'est un immeuble qui a 16 ans, ça a été construit par Kohl, c'est Kohl qui était le Bauherr, le maître d'œuvre de la chancellerie. Et il a perdu les élections avant de pouvoir y aménager, et c'est Schröder qui a aménagé en premier. Et donc, quand vous voyez le physique de Kohl, on dit, mais c'est parce qu'il fallait qu'il puisse... tout était trop grand, quoi. Et en plus, il avait une idée de son pouvoir, de l'Allemagne, c'était quand même un sacré égomane. Et Schröder et Merkel, Schröder détestait, et Merkel n'aime pas beaucoup non plus. C'est trop grand pour eux. Elle n'utilise pas son bureau, d'après ce que j'ai vu, elle s'installe toujours sur une table de conférence, parce qu'elle est justement beaucoup plus dans l'échange et sur un pied d'égalité avec ses collaborateurs que... Le bureau, c'était un immense, je crois, 4 mètres un meuble massif qu'il a fallu monter avec une grue qu'avait choisi Gerhard Schröder, et elle ne s'y assied que pour téléphoner aux dirigeants étrangers. Sinon, elle travaille sur un petit bureau près de la table pour pouvoir aller, parce qu'elle n'aime pas sonner pour que la secrétaire ou l'assistante pour pouvoir aller dans le bureau de son assistante. Et ça, je crois que c'est typiquement allemand, mais surtout c'est typiquement est-allemand, il me semble. Elle a quand même été élevée, c'est quand même une femme assez passionnante. Hein. Elle a été élevée, elle est fille de pasteur, dans un espèce de centre où il y avait des centres pour handicapés, où le père était pasteur, animait un séminaire pour jeunes pasteurs à Compiègne. Oui, je trouve ça vraiment assez enfin, moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça et beaucoup d'aversion pour cette façon, et ça c'est pourquoi c'est comme ça, vous le savez certainement mieux pas, pourquoi en France il y a une telle vénération du pouvoir, et je crois que ça commence, ce sens, on pense toujours, le cliché veut que ce soit les Allemands qui parlent de l'autorité, alors que je trouve que les structures en France, dans les entreprises, dans les écoles, sont beaucoup plus autoritaires qu'en Allemagne,
Et je pense que peut-être que ça vient de là aussi. Donc le chef, par exemple, le mot le chef, ma nièce me disait récemment, je ne m'entends pas avec mon chef. Et moi, je n'utiliserai jamais ce mot-là. Vous voyez, un chef, papa. Et tout le monde, et en Allemagne, il y a quand même des rapports beaucoup plus d'égalité, et il y a la chancellerie aussi. Et le chef en Allemagne, c'est justement pas la chancelière, mais c'est le Bundestag. Voilà. Il dit que le Bundestag, la coupole du Reichstag, fait 10 mètres de plus que la chancellerie, donc le rapport est architecturellement aussi clarifié. Ça avait été un des ordres qu'on avait donné à l'architecte Axel Schultes, qui a construit le Kanzleramt. On lui avait dit qu'il faut surtout que les bâtiments ne soient pas plus hauts que le Bundestag, pour qu'on voit bien qui a le dernier mot dans la gestion des affaires du pays. Alors il y a un autre lieu de pouvoir que vous décrivez avec beaucoup d'humour, c'est le Sénat d'un côté et le Bundesrat, donc qui n'est pas exactement la même chose, mais qui tient la place de deuxième chambre dans les deux démocraties. Et vous êtes allé voir donc les lieux de détente, Les cantines des deux. Ça m'intéressait de voir comment, parce que ça aussi je trouve que c'est tellement révélateur, comment on mange quand c'est bon, voilà. Et j'avais été plusieurs fois, je ne sais plus pourquoi, au Sénat. Et c'est vrai que, quel endroit, on se croirait au Louvre, c'est incroyable le Sénat. Et on m'a dit, un des collègues m'ont dit, en plus c'est le meilleur restaurant de Paris. Et je me suis dit, attends, le meilleur restaurant de Paris dans un parlement, au-delà des questions qui est-ce qui paye, qui a pas les privilèges, incroyable. Subventionné, je ne sais plus comment c'était, mais le repas qui coûterait 80 € n'en coûte que 40, et puis les vins, c'est des meilleurs caves de Paris. Enfin, pour moi, c'était, quand on vit depuis longtemps en Allemagne, c'était tellement étonnant. Donc je me suis dit, comment ça se passe au Bundesrat? Et alors au Bundesrat, quand je demande d'avoir le restaurant, on me dit, mais madame, il n'y a pas de restaurant chez nous. Et il y a une espèce de buvette où vous pouvez commander des sandwichs. Il n'y a même pas de cuisine chaude, on peut faire réchauffer les petites saucisses, mais il n'y a pas de cuisine, il n'y a même pas de soupe, enfin rien. Et c'est mon chapitre préféré celui-là, parce que c'est tellement drôle de voir la... Et ça en dit aussi tellement sur le fonctionnement des deux institutions. Et alors là aussi au Sénat, au restaurant du Sénat, je ne suis jamais rentrée. Alors là, j'ai vraiment fait un forcing. J'ai appelé, j'ai écrit des lettres, je me mettais à genoux à ma sénatrice en Alsace, qui a répondu oui, puis finalement ça ne s'est jamais fait. Enfin, j'ai tout essayé pendant 7 mois. J'ai essayé de rentrer au restaurant du Sénat et je n'y suis jamais, j'ai jamais réussi. Et quand on va à la journée du patrimoine, on peut tout voir sauf le restaurant. Et je me disais, mais pourquoi? Et en fait, je pense que les Français seraient tellement envieux de voir ce restaurant. On a quand même bien mangé ici. Donc, de voir ce restaurant et la façon dont sont traités les sénateurs. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, quand on vient en Allemagne, qui est inimaginable. Ces privilèges, alors en même temps je trouve ça, c'est tellement drôle, parce qu'en plus ils ont tous des têtes de personnages alsaciens, là, Gérard Larcher, on en parlait tout à l'heure, ils sont tous, et puis les fauteuils qui sont moulés, les fesses sénatoriales ont moulé leurs courbes dans les fauteuils, enfin, c'est des endroits assez délicieux, quoi. Le Bundesrat, c'est moins drôle. Et là, moi je me sens très alsacienne, à la fois, je trouve ça exaspérant, et en même temps, je fonds, moi, devant la tradition française, vous voyez. Et en Allemagne, c'est plus, oui, on y va pour travailler, et puis on mange après dans le ICE ou dans l'avion, on prend un sandwich parce qu'on n'est pas venu pour manger. Vous décrivez la scène que vous voyez autour d'une petite table, 3 ministres présidents avec les manches retroussées qui mangent un sandwich. Oui, il n'y a pas d'alcool non plus. Il n'y a pas d'alcool, il faut commander quand il y a un anniversaire ou un départ à la retraite, il faut commander. Parce que c'est de montrer qu'un homme politique boive, c'est pas vraiment bien vu. Et alors le clou, c'est qu'au Bundesrat, pour faire des économies d'énergie, il n'y a pas d'eau chaude dans les toilettes, été comme hiver. Donc vous lavez les mains à l'eau froide. Ce qui est aussi en France, vous imaginez. Alors pour continuer sur la thématique des abus, des privilèges et aussi des casseroles, parlons un peu des affaires. Vous insistez là-dessus. Effectivement, il y a en Allemagne une éthique dans le monde politique qui fait toujours, dans une certaine mesure, j'ai toujours envie d'ouvrir une petite parenthèse, est-ce que c'est toujours vrai?
Mais effectivement, l'affaire Fillon a montré. C'est Donc, du tout l'affaire Fillon par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Enfin, non, ce que je veux dire, ce qui se passe en Allemagne, c'est rien du tout par rapport à l'affaire Fillon. Ça aussi, c'est une chose qui est difficilement inimaginable en Allemagne, ou même l'histoire des caisses noires de Helmut Kohl. En fait, il n'avait pas pris l'argent pour s'enrichir lui-même, s'offrir un palais, payer des voyages à sa maîtresse, je ne sais pas. Il a pris cet argent pour enrichir le parti. Vous voyez, c'était juste pour permettre à la CDU de mettre ça dans les caisses noires pour financer les campagnes électorales, etc. Mais il ne s'était pas enrichi personnellement. Ce qui en France est très différent. Les gros scandales, il y avait toujours enrichissement personnel. Vous notez quand même avec une certaine satisfaction malicieuse qu'il y a quelques scandales en Allemagne, mais plus du côté de l'économie. Et puis vous dites heureusement que la Coupe du Monde de 2006 a été acquis, a été acheté pour l'Allemagne, donc avec des pots de vin. Ça fait plaisir aux Français de voir que tout n'est pas aussi. On n'est pas seul. Et puis maintenant, un deuxième scandale chez Volkswagen, ça fait du bien toujours. Cela dit, là, j'ai envie de sauter plutôt à la fin du livre où vous parlez d'une fraude d'une toute autre nature. C'est celui qui saute la barrière du métro. Ah oui. Alors vous dites, bin ich jetzt so deutsch geworden, dass ich es gut finde, wenn Gesetze befolgt werden, dass das Leben leichter ist, wenn Leute eine Fahrkarte haben und der Auto sanft fahren, c'est-à-dire son fer de foncer entre deux voitures. Das französische Chaos finde ich nicht mehr so charmant. Und dann sehen Sie einen Schwarzfahrer, vous voyez donc le fraudeur qui saute la barrière et qui dit « ça c'est la liberté ». Ouais. Alors celui-là, je l'ai trouvé magnifique. Mais il m'est arrivé quelque chose j'arrive du RER aujourd'hui, enfin j'arrive d'Orly, de Charles de Gaulle aujourd'hui, et je veux sortir là, ici, et mon ticket ne marche pas. Alors j'ai acheté un ticket pour venir jusqu'ici. Et il y a un type adorable qui me dit, mais attendez madame, venez, vous allez passer avec moi. Donc je me colle contre lui, la valise, et puis je dis, oh, c'est vraiment très gentil, mais avec un adorable sourire, mais avec plaisir madame. Et je me dis mais ça, je sais pas, je ne veux pas être méchante avec les hommes, mais j'imagine que j'aurais attendu pendant 1 heure qu'on vienne me délivrer, qu'on appelle le Schaffner, et c'était tellement charmant. Il ne savait pas que je vivais à l'étranger, je l'ai juste regardé les gars sourire comme ça, donc oui, c'est vrai. Donc c'est ambigu en fait, c'est charmant à petite échelle, mais quand c'est à grande échelle, ça devient moins ambigu. Je suis très ambiguë là-dessus. On a quand même un vieux front anarchique en France, et cet ordre, c'est quelque chose qui peut être extrêmement agaçant aussi. Il faut quand même contrevenir la loi dans des petites choses comme ça, c'est pas bien grave, il ne faut pas toujours rester sur les... Et l'exemple, il est tellement banal qu'il en est cliché, mais c'est quand la rue est vide, tout le monde connaît ça en Allemagne, il n'y a personne ni à droite ni à gauche pendant des kilomètres, et vous traversez et le petit bonhomme est rouge. Il y a toujours quelqu'un, ça c'est ça, mais c'est et alors maintenant je dis, ich wusste nicht, dass Sie von der Polizei sind. Je sais pas. Et j'ai fait ça un jour, et j'entendais juste le tatata, et puis j'ai dit, je ne savais pas que vous étiez de la police, et le type derrière moi me dit, jawohl, bin ich. Je me retourne, il était en uniforme. Alors vous êtes une observatrice attentive de ces grandes différences entre la France et l'Allemagne, mais aussi des petites différences. Par exemple, vous parlez des deux côtés. En fait, ce sont des petites différences qui n'ont pas vraiment traversé le Rhin. Le Pité d'un côté et le Frühstücks- ou Abendbrotbrötchen d'un autre côté. Et ça suscite chez vous une certaine nostalgie, un certain sentiment d'adhésion, les deux. Les deux de Brettchen. Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée en Allemagne, je ne savais pas moi, qu'on mangeait du pain et du fromage le soir. Et j'ai dit, je vais m'assimiler parfaitement, mais ça, chez moi, jamais. C'est pas possible. Le soir, on mange. Parce qu'on vous dit, vous voulez manger warm ou kalt? Vous voulez manger froid ou chaud? Pour un Français, on mange, c'est toujours chaud. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire manger froid? Et en même temps,
Au bout d'un certain moment, je le fais toujours pas, hein, mais quelquefois, quand on a des enfants et quand toutes ces femmes aussi de la génération, vous mesdames, ou de la génération de ma mère ou de mes grands-mères, on devait faire à manger 2 fois par jour, c'était insupportable. Donc je trouve le système allemand finalement assez pratique. Mais quand même, je crois que j'aurais pas émis. Vous n'y adhérez pas. Non, Le, non. le Abendbrot, effectivement, il y a un livre qui est apparu il y a quelques années sur Die Deutsche Seele, et le Abendbrot, il figure en bonne place. Abendbrot, Abendstimmung, Matthias Claudius, tout ça, ça fait partie effectivement d'un univers allemand voilà, qui, par le simple fait de manger une tranche de pain avec Schinken une Wurst, ce repas du soir, effectivement, révèle toute une culture du soir qui est différente entre la France et l'Allemagne. Vous mangez quoi, vous, le soir, vous qui êtes allemand et qui vivez à Paris? Alors, moi, je mange chaud aussi, mais effectivement, quand j'ai chez moi, parce que en réalité, je trouve ça assez facile aussi. Ah. Il n'y a pas tout un œuf. Ouais. Mais chez moi, à la maison, effectivement, on avait aussi le Schwarzbrot, et puis on mangeait du Schinken. Donc, c'était du froid. Effectivement, vous parlez d'un Kulturkampf presque entre manger chaud et manger froid. Il y a un autre Kulturkampf qui est dans le traitement des déchets. Et là aussi, vous racontez une anecdote, mais franchement, c'est à mourir de rire. Votre rencontre avec l'obsession allemande pour la Mülltrennung. Alors ça, je me suis dit, bon, si fait comme ça, autant, je crois que c'est le plus gros cliché, ça, les déchets. Encore qu'en France, ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était à Bonn, donc au début des années, c'était en 89, et ma propriétaire arrive un jour, je venais d'arriver, donc on est un peu intimidé, quand on arrive dans un autre pays, on n'a pas tout de suite envie de mettre les pieds dans le plat, elle arrive avec mes 2 sacs de poubelles, et elle rentre dans la cuisine et elle en déverse un par terre, il y avait du carrelage, et elle me dit, je vais t'apprendre à trier, et elle sort, c'est quand même une intimité, tout ce qu'il y a dans une poubelle, et elle sort et elle dit, alors ça c'est dans telle poubelle, ça c'est dans telle poubelle, ça c'est dans telle poubelle. Et c'est quelque chose qui m'a complètement traumatisée. Et en même temps, maintenant, oui, je fais, mais quelquefois, 1 fois par semaine, je fais quelque chose de faux, parce que chez lui, C'est un rebelle. Un faux rebelle. Mais je crois qu'en France, ça se fait aussi maintenant, mais pas comme en Allemagne. Pas de façon aussi. Non, il n'y a pas. En Allemagne, il y a plusieurs poubelles. Ouais. Évidemment, c'est mieux. Oui. J'avais des verres blancs, des verres verts, des déchets. Non, c'est de la folie. À 7 poubelles dans sa cuisine, il ne faut pas faire. Ça, c'est fou, quoi. Enfin, ça c'est vraiment un peu inquiétant sur l'état de la psyché allemande. Hein. 2, 3, c'est bon. Tout à l'heure, on va ouvrir le débat au public, mais ça me fait beaucoup que le public prenne déjà spontanément la parole parce que le sujet de la Mülltrennung, effectivement, est extrêmement. On est tous concernés. D'ailleurs, il y a un sujet que vous abordez, mais très brièvement, malheureusement, je pense que ça mériterait d'être approfondi, c'est l'invention du Tischmüll allemand, qui n'existe qu'en Allemagne, ou est-ce que vous avez une étude comparative? Ça doit exister en France aussi, la poubelle de table, ça existe en France aussi, ouais. Et je trouve que c'est un objet tellement... parce que je comparais ces natures mortes, vous savez, avec, on voit les épluchures d'orange, les restes d'un repas. C'est beau, ce qu'il en reste sur une table, et puis... et la Mülleimer, où tout doit être rangé aussi, des pelures d'œufs, puis c'est moche, généralement c'est des objets en plastique avec un petit, vous savez, qui se ferme. C'est affreux comme objet, enfin, c'est soit kitsch, soit en plastique, mais c'est vraiment très laid sur une table. Et donc aujourd'hui, vous pliez à la règle, vous faites la Mülltrennung comme il se doit. Non, je fais pas tout. Non, loin de là. Je sais l'histoire. Il n'est pas là, donc je peux raconter, mais mon fils aîné, avec qui j'ai eu des batailles pendant des années parce qu'il ne voulait pas descendre la poubelle. Non, je ne fais pas. C'était devenu vous savez, avec les adolescents, il y a toujours un truc comme ça qui coince. Chez nous, c'était la poubelle. Alors je disais, bon, moi je ne descends pas, on laisse dans le couloir.
Alors, un jour, dans le couloir, 2 jours, ça commençait à sentir dans tout l'appartement. Je lui ai dit, écoute, si tu ne le fais pas maintenant, on aura des rats demain. Donc, il descendait avec la poubelle. Et puis un jour, à la la réunion des copropriétaires, quelqu'un dit, il se passe depuis 2 mois une chose étrange, quelqu'un laisse, étrange et scandaleuse, quelqu'un laisse les sacs poubelles, ne les met pas dans les poubelles, mais arrive, paf, met dans un coin et repart. Et j'ai pas tout de suite pensé, et au bout d'un moment, je me dis 2 mois, mais c'est à peu près, c'était lui qui descendait. Il descendait en râlant les poubelles, mais il les laissait dans un coin de la cave au lieu de les ranger. Et j'ai rien dit, je ne l'ai pas trahi. Mais je crois qu'il se serait fait lyncher. Alors, il y a un autre domaine qui vous fascine beaucoup, et je crois que là aussi vous êtes devenu un peu allemande, c'est la Freikörperkultur. Il y a plusieurs chapitres là-dessus, et je crois que c'est du moins un point qui dénote toujours une vraie différence entre la France et l'Allemagne, mais ce que vous écrivez là-dessus, c'est tellement beau que je me permets de le lire, mais en allemand. Alors, am Nachmittag gehe ich im Tiergarten spazieren. Das Schamgefühl ist wirklich keine deutsche Tugend, stelle ich fest. Ich flaniere zwischen schlaffen Penissen auf behaarten Schenkeln, Brüsten, die sich in der Sonne präsentieren, von Tätowierungen und grenzten Pobacken und straßgepirzten Bauchnabeln. Eine Ansammlung von Fleisch- und Geschlechtsorganen in einem öffentlichen Park, nur wenige Meter von der Straße bis 17. Juni entfernt, ganz nah am Gewirr von Autos, Fahrrädern, Joggern und Spaziergängern unter den Fenstern der Kanzlerin im Herzen von Berlin. Ça vous a beaucoup marqué. Oui, j'ai passé un été, parce que je voulais, pour ce chapitre, à faire tous les plages FKK, les endroits où il y avait des nudistes à Berlin. Au bout d'un moment, la tête me tournait. Et c'est vrai, imaginez au jardin de Luxembourg, je crois qu'on n'a même pas le droit d'ôter ses chaussettes, enfin, vous voyez, ôter son t-shirt pour se faire bronzer. Il y a ces 2 petites pelouses où on peut, alors c'est... Même votre petit-fils n'a pas eu le droit de... Même mon fils a un fils, c'était un jour de canicule, il avait 2 ans, donc j'ai ôté sa couche et puis je l'ai laissé se balader tout nu, comme on fait. Oh, le type a sifflé, je me suis fait siffler immédiatement par le garde du... Et c'est vrai, c'est une chose étrange, parce que les Allemands disent, oui, mais nous, on n'est pas si crus, on n'est pas si coincés. Pour nous, c'est très très compliqué. Alors on dit à Berlin, quand vous voyez un type qui est coincé dans sa serviette, qui essaye de bouger pour mettre le maillot sans que... Vous pouvez être sûr que c'est un Français. Et vous l'avez observé donc dans le Tiergarten, mais aussi au Wannsee. Et j'ai appris que c'est en 1907 que, effectivement, que le fait de se baigner nu a été autorisé pour la première fois dans la Prusse à l'époque. Vous l'avez observé aussi dans le comment ça s'appelle à Munich, Eisbach. Garten, voilà. Et finalement aussi sur les plages de la Ostsee, puisque vous dites en RDA, c'était un des rares espaces de liberté. Qu'est-ce que ça nous apprend sur la différence entre la France et l'Allemagne en termes de rapport au corps et peut-être aussi en termes de rapport à l'érotisme? Ça c'est très compliqué. Parce que l'érotisme, c'est quand même, je cache, je montre un peu, mais je recache, enfin c'est un jeu. Et alors ça, pour une certaine génération d'Allemands, j'espère que ça change, c'est très compliqué de comprendre ça. Alors vous allez sur ces plages FKK, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Gar nicht, also das ist so sportlich hier. On est, je dis mais enfin quand même, les gens sont tout nus. Personne ne regarde, personne ne... C'est complètement désérotisé comme endroit, et ça c'est très étrange pour nous. Et ce que je trouve pas fabuleux, mais extrêmement intéressant, c'est le clash. J'avais fait un papier, enfin un reportage, sur, vous savez, le Tempelhofer Feld à Berlin, l'ancien aéroport de Tempelhof qui a été transformé en jachère, comme ça, enfin, en parc public. Et dans l'aéroport sont logés des réfugiés syriens et afghans qui arrivent en Allemagne. Et dans le parc, tout le monde tous les sont soit en bikini, mini-bikini, ou alors tout nu. Et je me dis, les Syriens qui arrivent et qui vont se balader dans ce parc, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser? Et là, alors ça, s'il y a un clash de culture entre la France et l'Allemagne, parce qu'on trouve ça un peu bizarre, enfin, on n'est pas bégueule, c'est pas grave.
Mais là, par contre, le clash culturel doit être immense, quoi. Vous dites le multiculti et le FKK, ça ne va pas ensemble. Effectivement, c'est peut-être. C'est compliqué, oui. Si on parle d'un danger pour la culture occidentale, c'est peut-être là qu'il réside. En tout cas, c'est très compliqué à combiner ça et à expliquer. Et dans le premier chapitre, je raconte que je vais me baigner nue dans le Schlachthensee un matin après avoir fait du jogging. Je sors et je vois un homme politique que j'avais interviewé la veille. Situation épouvantable, épouvantable. Si vous aviez lu en français, je pourrais vous, si vous voulez, je peux vous lire ce qui passe. Oui. Est-ce qu'on a en français? Peut-être, je peux le lire en allemand. Qu'est-ce que vous préférez? Français. Si vous voulez, hein. Mais oui, allez. Attendez, je cherche juste mes lunettes, c'est même pas sûr que je puisse, parce que si j'ai pas de lunettes, impossible. Voilà. Vous n'avez pas trouvé la page. Vous la trouverez. Ça s'appelle La serviette du français. Attendez. Si quelqu'un sait où c'est, bien les personnes là. Voilà, je l'ai. Alors, se laisser glisser nu dans les plis d'eau fraîche d'un lac désert, s'allonger ensuite seul au monde, sous les premiers rayons du soleil entre les arbres, se rhabiller et vite aller au bureau pour retrouver son ordinateur, quelle délicieuse façon de commencer la journée. Berlin est la seule capitale européenne capable de vous offrir un tel plaisir tout près du centre-ville. C'est ce que je me dis en nageant dans le Schlachthensee un matin au mois d'août. La canicule étouffe la ville depuis plusieurs jours. Pas une goutte de pluie en vue sur les radars, pas un souffle d'air la nuit. On ne dort plus, on transpire, sans baignade quotidienne, c'est intenable. En regagnant la rive, je me rends compte que je ne suis pas seule à avoir eu cette bonne idée. La silhouette appartenant sans équivoque possible à un humain de sexe masculin se découpe à contre-jour. En sortant de l'eau, je bute presque sur l'homme politique que j'ai interviewé la veille. Il est nu, moi aussi. Et comme nous sommes seuls sur ce petit carré de plage en bordure du lac, pas question de faire semblant de ne pas avoir remarqué la présence de l'autre. Hier, il portait un complet, et parce qu'il faisait une chaleur infernale dans son bureau, il avait pris la liberté de dénouer légèrement sa cravate et m'avait demandé l'autorisation de tomber la veste. Vous ne voyez pas d'objection, m'avait-il dit comme un grand garçon bien élevé qui s'apprête à commettre une incorrection. Il fait vraiment trop chaud. Mais bien entendu, je vous en prie, avais-je répondu. Il n'avait pas osé retrousser les manches de sa chemise. Et maintenant, voilà qu'il est devant moi, sans veste, sans cravate, sans pantalon, sans chemise, sans slip. J'aperçois, posée sur les racines d'un vieux chêne, la pyramide de ses vêtements, soigneusement pliés, et ses chaussettes roulées en boule au fond de ses chaussures. Je suis désemparée. Que faire dans un cas pareil? Quelles règles de bienséance appliquer? S'avancer et serrer la main? Faire un petit signe poli et retourner se cacher dans l'eau? Mais il prend les devants et s'approche parfaitement à l'aise en me tendant la main. Tiens, good morning, Frau Hugues. Quelle journée magnifique, n'est-ce pas? Il est ravi, je suis rougissant. Je voudrais disparaître sous terre. Même en maillot de bain, cette rencontre m'eût été désagréable. En un éclair, je me recouvre de ma serviette et je lui tends la main. J'espère que ce supplice sera bref. Mais il reste enraciné sur place et engage la conversation. Justement, il a repensé à notre entretien de la veille et éprouve le besoin d'ajouter quelques précisions. Le sexe au soleil, les fesses à l'air, il me livre le fond de sa pensée sur la crise du système des retraites par répartition. J'ai du mal à reconnaître dans ce baigneur impudique l'homme raide et formel que j'ai rencontré hier dans son bureau. Je n'ose pas baisser les yeux et fixe tantôt son visage, tantôt l'horizon. Suis-je totalement coincé et lui parfaitement épanoui? Oui, je dis pas que c'était. Ja, alle wollen immer in Berlin, wollen die alle wissen, wer war das denn, aber ich sage das nicht. Sozialdemokrat. Nur das.
Est-ce qu'il sera dans le prochain gouvernement? Je vais passer à une toute autre question, parce que je ne vous ai pas encore demandé ce que vous portez au pied aujourd'hui. Est-ce que vous êtes venu en Birkenstock à Paris? Non, j'ai des chaussures confortables, mais pas des Birkenstock. Ça, c'est aussi, enfin, c'est fini, ça, les Birkenstock. Mais quand je suis arrivée en Allemagne, c'était vraiment, pour nous, la caricature de l'Allemagne. Et en même temps, cet automne, au moment des élections allemandes, il y a eu beaucoup de dessins avec comme marque, si vous voulez, symbolique de l'Allemagne ou caractéristique de l'Allemagne, les Birkenstock. Maintenant c'est fini et c'est ça qui est incroyable, c'est devenu des chaussures extrêmement à la mode, on en trouve partout, ça coûte très cher, elles sont dans toutes les couleurs et j'avais essayé de faire un reportage aussi au nouveau siège de Birkenstock. J'ai rencontré un jeune type, je dois avoir 42, 43 ans, qui a relooké cette marque un peu poussiéreuse, qui faisait chaussures orthopédiques santé, et qui en a fait cette marque. Et c'était extrêmement intéressant. Souvent, ces reportages, on se dit, là, je vais tomber sur un manager. Et cet homme avait beaucoup réfléchi à tout ça, et aussi à la place des femmes. Et il n'a pas tort, je veux dire, parce que j'ai rencontré lui, et puis quelques semaines avant, j'avais rencontré Christian Louboutin. Donc j'aurais vraiment aimé les réunir tous les deux pour une discussion, parce qu'ils ont, et apparemment Louboutin porte de Birkenstock quand il ne travaille pas, parce que c'est quand même autrement confortable que ses chaussures à talons. Et je les trouvais tous les deux intéressants. Louboutin disait, mes chaussures sont des chaussures pour rester assis, pour flâner, pour être féminine. Bon, je ne sais plus comment il s'appelait, Reichert, je crois, le manager de Birkenstock disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée sexiste des femmes? Est-ce qu'il faut qu'elles soient inconfortables sur des chaussures? Est-ce qu'on ne peut pas être sûr de soi et féminine sur des Birkenstock? Et les deux étaient intéressants, et je me disais, ça, ce serait vraiment un très beau dialogue franco-allemand, ces deux-là. Vous décrivez, je vais dire deux phrases, parce que la façon dont vous décrivez justement ce que représentait Birkenstock avant, c'est une description justement que vous donnez pour illustrer un peu l'image de l'Allemagne d'avant. Puisque vous dites, auf jeden Fall verkörpern diese beiden Schuhtypen, donc Birkenstock d'un côté et Louboutin de l'autre, die Länder, in denen sie hergestellt werden. Bis vor nicht allzu langer Zeit war Birkenstock nicht mehr als eine plumpe orthopädische Sandale, synonym für deutsche Ernsthaftigkeit. Praktisch öde, diese Pietistenschlappe bekleidete graue Füße und trauriges Fleisch. Wir träumten von gut aussehenden Italienern in spitzen, unbequemen Schuhen. Das war ihre Jugend in Straßburg. C'était quand j'étais au lycée à Strasbourg, au lycée Fustel de Coulanges, qui se trouve à côté de la cathédrale, et pour Bus und Beta, enfin les jours fériés en Allemagne, débarquaient tous ces Allemands et ils portaient ces chaussures-là. À l'époque, c'était pas du tout branché encore, donc c'était assez étonnant à voir, mais bon, en même temps, c'est ça que je trouve intéressant, parce que quand on reste coincé dans les clichés, comme ça, on n'apprend pas à connaître le monde, enfin, et je trouvais que c'était très intéressant que ce manager de Birkenstock, extrêmement intelligent, a réussi à me faire changer d'avis. Ça ne veut pas dire que je n'en porte toujours pas, en tout cas pas les brunes, là, il y en a qui sont très jolies maintenant, mais je trouve que c'était une vraie discussion, ça pourrait être une vraie discussion sur la féminité, sur la place des femmes aujourd'hui, sur ce que c'est que d'avoir confiance en soi, est-ce que ça passe par la chaussure et par une façon de s'habiller qui est tellement inconfortable. C'est vraiment au-delà du cliché sur la Birkenstock, c'est vraiment c'est très intéressant. Et effectivement, en fait, la différence entre le degré d'émancipation des femmes d'un côté ou de l'autre, c'est pas toujours aussi évident. Vous citez cet exemple-là, vous citez aussi l'exemple de comment est-ce qu'on dit, Anne-Ré, la façon dont on s'appelait Fräulein. Ouais. Fräulein Mademoiselle qui a été supprimée en France il y a peu de temps. Fräulein, apparemment, ça a déjà disparu en 72. Ouais. Oh, ça, c'est un vaste sujet, mais ça, ce serait bien si vous interveniez. Quelles sont les femmes les plus émancipées, les françaises ou les allemandes? Moi, je pense que pour une certaine génération, c'est quand même les françaises. Enfin, même, je suis même assez convaincue que ce sont les françaises, mais ça, c'est un énorme sujet
parce que oui, parce que enfin, c'est compliqué. Mais en Allemagne, il y a quand même encore ça c'est vraiment un sujet qui m'énerve parce que j'en ai tellement parlé. Il y a quand même encore une idée que la femme d'une certaine génération est à la maison, que il y a un Ehegattensplitting qui profite des avantages fiscaux quand l'un travaille beaucoup et gagne de l'argent et l'autre n'en gagne pas. Enfin, une idée de la maternité qui est c'est pas facile en Allemagne. Enfin, c'est facile nulle part, mais en Allemagne, c'est vraiment pas ce facile. terme de Rabenmutter. Bien sûr, oui, enfin, il y a quand même un gros poids qui pèse sur vos épaules quand vous êtes une mère allemande, plus que quand vous êtes une mère française, où je crois que les choses sont plus simples, plus faciles, et on n'a pas besoin de changer trop de vie quand on a des enfants. Je voudrais revenir à un autre chapitre, puisque vous êtes pas seulement très attentive aux petites choses de la vie, mais aussi aux mots. Et il y a plusieurs mots que vous mentionnez, ceux avec lesquels sur lesquels vous écrivez. Un de ces mots, c'est le verbe sich auseinandersetzen. Was vous dites? Gibt es etwas Deutscheres als dieses Wort? Versuchen Sie doch mal, es in eine andere europäische Sprache zu übersetzen. Sich auseinandersetzen. En quoi est-ce que c'est très allemand? Ah, c'est ce mot, parce qu'on dit par exemple quand vous avez été à une réunion et que c'est presque fini, vous dites oh, les réunions les Allemands aiment beaucoup parler, discuter, couper les cheveux en quatre, et donc c'est presque terminé, vous dites ça y est, dans 10 minutes je suis sortie, je vais aller boire un coup dans un café, et il y a toujours quelqu'un qui l'a dit, haben vergessen uns auseinanderzusetzen, il y a toujours un point qu'on a oublié. Et vous êtes tous germanistes ici, auseinandersetzen, d'abord c'est un de ces mots extraordinaires parce que vous avez toutes ces particules qu'on colle ensemble et ça donne un mot d'une précision, quoi. Et puis c'est très plastique, quoi. Il faut séparer les théories ou et puis pour les remettre ensemble et bien comprendre la direction qu'on va prendre maintenant. Alors, c'est un mot que je trouve extrêmement clever, intelligent et astucieux. Et en même temps, quand il est prononcé en fin de soirée, on se dit oh, quand est-ce qu'ils vont arrêter de parler? C'est vrai qu'il y a ça c'est mes souvenirs d'enfance aussi. On regardait, quand il n'y avait rien à la française, on regardait l'allemande. Et l'allemande, c'était la télévision allemande. Il y avait toujours ces émissions de discussion, surtout pour les jeunes, où on débattait, alors qu'en France, il y avait je sais pas, les feuilletons, des émissions un peu drôles. Et par exemple, les talk-shows en Allemagne. Prenez les talk-shows en France et les talk-shows en Allemagne, ça c'est un bon sujet aussi. Je veux dire, en France, c'est quelquefois quand je regarde, enfin, je sais pas comment ça s'appelle ces émissions, c'est tellement un cirque, quoi. Il y a du bruit, tout le monde. Alors qu'en Allemagne, il y a presque pas de soundtrack. Il y a quelque chose de très sérieux et on débat jusqu'à la lit, quoi. D'ailleurs, regardez ce qui se passe à Berlin en ce moment. Ces discussions de coalition qui n'en finissent pas, ce qui est plutôt une bonne chose, et c'est un bel exemple de la démocratie, ou le congrès du SPD, où on a envie de se tirer une balle dans la tête au bout de 10 minutes, parce qu'ils discutent pendant des heures et des heures et des heures. Et je crois qu'en France, on est moins méticuleux pour ça. Mais c'est aussi un bel exemple de démocratie en Allemagne. Ça me fait penser à un point que vous soulevez, c'est la séparation plus stricte en Allemagne entre et und U. Ärzte und Unterhaltungskultur. Ja. Et justement, dans ce débat politique, il y a toujours cet élément en France, dans la télévision française, il y a toujours cet élément de divertissement, ne serait-ce que par la mise en scène, du débat. Alors que du côté allemand, comme vous dites, c'est beaucoup plus sérieux. On m'a toujours dit que la Tagesschau, ça faisait toujours penser au journal télévisé de la Corée du Nord. Donc, c'est un sérieux, effectivement, qui est très marqué en Allemagne. Et ça, bon, c'est aussi un vaste débat. Donc, la deutsche tierische Ernst, est-ce qu'il est toujours aussi marqué qu'il était? Est-ce que vous avez vu est-ce que les Allemands sont plus drôles qu'ils l'étaient quand vous êtes arrivé? Par exemple, une chose que vous écoutez le matin, prenons deux choses qui sont comparables, France Culture, et vous écoutez Deutschland Radio Kultur. Et vous avez la différence, France Culture, c'est quand même l'esprit français, il y a des émissions, oui, et il n'y a pas ce côté sérieux et solennel, la culture.
C'est quelque chose de très... et les talk shows, ce que vous dites, oui, c'est la même chose. Enfin, et c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, cette différence entre où et où, la culture sérieuse et la culture light. Parce que, je veux dire, Mozart, il était quoi? Où ou et? Pour les Allemands, il était certainement et. Moi, je trouve que Mozart est très où aussi. Donc, ouais, c'est un C'est un concept de la culture qui est beaucoup plus vaste en France. En fait. oui, puis en gros, on a l'impression en Allemagne que si on s'emmerde pas, c'est pas sérieux. Vous voyez? Pour forcer un peu le trait. Da ist man ein Hallo-Trieb. Il faut toujours, et puis il faut des discussions aussi à la télévision où vous avez besoin d'avoir un avis sur tout. Enfin, quelquefois, on n'a pas d'avis sur les choses, on a des questions. Alors qu'en France, on peut, bon, c'est aussi, j'ai un peu peur mais je ne crois pas que je me trompe. En tout cas, c'est ma perception. En France, on peut dire des choses intelligentes tout en ayant du charme, tout en faisant de l'humour, et ça passe beaucoup mieux quand on fait de l'humour. On n'a pas besoin d'être ennuyeux pour dire des choses intelligentes. Il y a un sujet où en France, et pour vous aussi, da hört der Spaß auf, mais je vais en parler dans un instant. Je voulais encore revenir à un autre mot que vous avez, sur lequel vous avez travaillé, et qui a eu une carrière extraordinaire depuis l'automne 2015, c'est le verbe, ou même en réalité deux verbes, schaffen. Schaffen, un verbe fort et un verbe faible. Et vous dites, für mich ist schaffen das deutsche Verb par excellence. En quoi est-ce que c'est un verbe, le verbe allemand, ou ce sont les verbes allemands par excellence? Parce que c'est pas arbeiten, ça a quelque chose de, oui, wir schaffen das. C'est peut-être parce que j'ai été élevée en Alsace, donc moi je suis née dans les années, j'ai grandi dans les années 60-70, et je me souviens que ma grand-mère me disait, ma grand-mère alsacienne disait, je ne comprends pas, ils ont perdu la guerre et maintenant ils sont plus riches que nous, wie schaffen sie das? Et on avait, dans ma famille, on parlait du miracle économique allemand. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas ce qu'on voulait dire, mais il y a une espèce d'énergie je veux dire, vous voyez maintenant le bilan économique de l'Allemagne en ce moment, tous les carnets de commandes sont pleins, le chômage est au plus bas, le chômage des jeunes est à 6%, il est à 23% chez nous, enfin... Wie schaffen Sie das? C'est une question avec laquelle j'ai grandi. Et alors, est-ce qu'ils ont un chromosome en plus? Est-ce qu'ils sont mieux organisés? Est-ce qu'ils ont des structures de relations industrielles qui fait que ça marche mieux que chez nous? C'est ce que les hommes politiques français essaient toujours de chercher. Vous vous souvenez, Sarkozy avait donné une interview un jour et il avait mentionné 16 fois en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure le modèle allemand. Et puis il avait fini par dire, mais on a bien le droit de copier de regarder, de boucher sur la copie du voisin quand ils font mieux que nous. Il y a toujours une fascination en France pour la façon dont les Allemands das schaffen, mêlée d'envie aussi. Hein, à la fois le système d'éducation. Et d'agacement aussi. Et d'agacement. Oui, mais c'est de l'agacement je crois que c'est de l'envie. Parce que wir schaffen das nicht so gut. Pourquoi? On va t'en savoir. Économiquement, hein. Ça, c'était la petite méchanceté pour quand même. Développer. Ben oui, ça aussi, on en a assez aussi que les Allemands aillent tellement bien économiquement et puis qu'ils nous fassent la leçon parce qu'on ne fait pas de réformes. Alors maintenant, heureusement, on a Macron, ils sont contents, et puis ils le vénèrent tellement. Enfin, l'image de Macron en Allemagne, c'est incroyable. Là, alors, je dis, mais en France, il n'a pas si bonne presse, il y a quand même beaucoup de gens qui le critiquent, et puis surtout en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté pour eux, il n'a pas été élu par la majorité de la population, loin de là. Mais alors, oui, donc, je crois qu'on en a tellement, de se faire toujours un petit peu faire la morale, on devrait faire comme ci, on devrait faire comme ça, on devrait baisser notre déficit budgétaire, on devrait réformer nos entreprises, réformer le code du travail, enfin, c'est quand même ça que nous disent les Allemands à longueur de journée. Donc quand je dis, il n'y a pas que ça, nous on fait des beaux films, on est bien dans beaucoup de choses aussi. Et, vous voyez, il y a une espèce de rivalité, mais moi j'ai grandi avec ça, une rivalité où on aime bien leur montrer aussi, maintenant on a ce super président, et ça fait du bien, parce que je vous assure que les dernières années c'était dur quand même d'être française en Allemagne. Entre Sarkozy, Hollande et Marine Le Pen, souvent on rasait les bulles en sortant de chez soi, honte quoi.
on va parler tout à l'heure peut-être de cette interminable crise d'identité. En fait, peut-être qu'elle est en train de se terminer justement en France, où il fallait créer un ministère entier pour l'identité française. Mais c'est vrai que tout le monde le constate. Francis Beck, la France est de retour parce que l'Allemagne est très effacée. Et là, on pourra en parler tout à l'heure après avoir terminé avec le petit tour d'horizon dans le livre. Effectivement, l'Allemagne était très effacée en ce moment et le restera probablement parce que Angela Merkel ne sera pas Angela Merkel 1 ou 2. Macron est quand même une grande coalition à lui tout seul. On en est quatre. Ah oui, il y en a 4. Bien. Les dirigeants allemands, on l'a bien. La longévité. Ouais. Et effectivement, Emmanuel Macron répond à beaucoup d'aspirations, d'espoirs qu'on a en Allemagne, notamment avec son fort soutien à l'idée de l'Europe. Je disais donc, effectivement, peut-être il y a une culture de l'humour, du rire plus développée en France qu'en Allemagne, mais il y a un sujet où on arrête de rire en France, c'est quand il s'agit de la nourriture. Et vous dites, parce que vous avez des douloureuses expériences, je compatis, vous avez dû souffrir, quand vous avez mangé les méga Macron qu'on vous a proposé en Allemagne, et quand vous avez découvert qu'on servait du flammkuchen avec ananas, et quand vous avez découvert les bio-croissants et autres variations du patrimoine français, et vous dites, ich fordere bei Macarons, Flammkuchen und Croissant Markenschutz, une appellation contrôlée. Bei Croissant und Feta hört der Spaß auf. J'essaie de trouver parce que c'est peut-être drôle. Alors le chapitre s'appelle Macaron XXL. C'est vrai qu'il y a une folie en ce moment des macarons en Allemagne. Fini les madeleines, les croissants et les baguettes, l'incarnation de la France en Allemagne ces temps-ci est un petit biscuit rond, lisse et craquant comme de la nacre. Une membrane aux couleurs pastel, vert tilleul, vieux rose, jaune citron et un cœur de crème au beurre. Le macaron est si joli qu'on se sent coupable de le broyer dans sa bouche. Il faudrait bien au contraire le déposer sur la langue comme une hostie, avec dévotion les yeux baissés. Imaginer sa progression dans les méandres de l'appareil digestif est une inconvenance, car le macaron est fait pour les yeux, pas pour l'intestin. Il est trop beau pour être mangé. C'est une œuvre d'art. D'ailleurs, son fabricant ne porte pas le nom vulgaire de pâtissier, ou pire encore de boulanger, il se nomme créateur. En Allemagne, on n'a pas vraiment compris que les macarons doivent être dégustés très vite et conservés au réfrigérateur. Attendez, c'est un des effets démystifiants de la mondialisation. Aujourd'hui, on trouve tout partout. Il y a quelques années encore, dans l'avion au retour de Paris, je tenais précieusement des deux mains sur mes genoux un petit carton vert tendre de chez La Durée. Avec ma douzaine de macarons, j'étais sûre de faire de l'effet au dîner auquel j'étais invitée le soir même. J'entendais déjà les exclamations ravies des convives, comme ils sont adorables, et le verdict émerveillé. C'est bien la France, ça. Comme les fraises des bois d'Italie, le farmhouse cheddar d'Angleterre et les truffes du Périgord, le macaron était un souvenir de vacances. Mais j'ignore pourquoi, sorti de son contexte familier, il perdait de sa magie. Et alors là, je raconte comment c'est comme difficile de faire des macarons. C'est vraiment, j'ai essayé un jour, c'est épouvantable. Et comment voilà. Le pays dans ce pays, donc en Allemagne, qui n'est pas flambeur, le macaron a la taille d'une pièce de 2 € et coûte la peau des fesses. Il déséquilibre totalement le sacro-saint rapport qualité-prix, Preis-Leistungsverhältnis. Une minuscule bouchée de sucre et d'amande à un prix d'or, ça ne se vendra jamais, décidèrent les pâtissiers allemands. C'est pourquoi ils adaptent souvent la taille de la macaron à leur clientèle. Plus grand, plus lourd, plus bombé que les originaux. Parfois, les macarons doublent de volume. J'ai même été prise d'effroi dans une boulangerie de Munich en découvrant un monstre fait de mélasse et de colorants naturels. Il portait l'étiquette « Macaron bio de Paris ».
À ses côtés, des paquets de muesli et des galettes de riz complet. L'Allemagne est parfois un pays difficile à vivre pour les hédonistes. Et vous comparez effectivement la juxtaposition d'un macaron de cheval duré et d'une bonne grosse tranche de Schwarzwälder à la poignée de main de Mitterrand et de Kohl. Effectivement, il y a quelque chose qui est une miniature exclusive, comme vous dites, et l'autre est un gros morceau. Oui, c'est un peu une idée qui m'est venue comme ça en voyant un macaron et la Schwarzwälder Torte, ce qui est à peu près l'équivalent, enfin, le gâteau le plus connu en Allemagne. On avait l'impression de voir le petit Mitterrand et le gros Kohl à Verdun, main dans la main. Je ne sais pas, tout à coup cette image m'est venue, que le macaron, les Français sont généralement plus petits que les Allemands et que le macaron est un peu l'incarnation du français, et alors bon, non, ça c'est un peu banal, mais enfin, en tout cas, cette image m'était venue, je trouvais ça drôle. Et vous avez dit donc le macaron, c'est un peu l'incarnation de la France en Allemagne. Il y en a d'autres que vous appréciez moins. Par exemple, vous avez des mots très amusants sur Mireille Mathieu et surtout Edith Piaf. Qui va dans un restaurant français ou un bistrot en Allemagne, je ne peux plus écouter Edith Piaf maintenant, parce que c'est tellement l'incarnation sonore de la France. Et c'est vrai que, en fait, on peut écrire un livre comme ça, j'espère, sans trop tomber dans les clichés. Mais quelquefois, quand on vit depuis longtemps, ça m'est devenu insupportable. Les clichés qu'on a sur la France et l'Allemagne, et puis de toujours parler du franc. Moi, je ne suis pas du tout une défense. Je trouve que les jeunes doivent apprendre d'autres langues, et pas seulement le français et l'allemand. Dernièrement, j'étais dans une redoutable Französische-Deutsche Gesellschaft. Ça, c'est toujours des gens assez âgés qui cultivent comme ça l'image de la France. Alors c'est fini ça, je veux dire que les jeunes, les enfants, ils veulent pas aller en France, ils apprennent le français, ils sont bien obligés parce que leur mère est française, mais les jeunes ne veulent pas apprendre le français. Et puis les Français, je veux que ces personnes, mais aller passer 6 mois à Karlsruhe ou à Hanovre, bien sûr qu'ils préfèrent aller en Espagne, en Amérique du Sud, apprendre l'arabe et le chinois. En plus, ils devraient ouvrir des sociétés germano-syriennes maintenant. La France et l'Allemagne, ça fonctionne, ça continuera à fonctionner, mais je trouve qu'il y a un côté rampant et alors je sais que je me fais beaucoup d'ennemis en disant ça, mais il n'y aura plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne. Il y a un peu et ça, Piaf, c'est un peu ça pour les Allemands d'un certain âge, c'est la France, comme disait, j'étais aussi faire une lecture à Mannheim, et les jeunes françaises me disaient, dans toutes les villes allemandes, une femme qui a un peu petite et brune et qui sait chanter, on l'appelle des Piaf von Mannheim, des Piaf von... Je veux dire, c'est complètement méconnaître la culture française contemporaine. Il y a tellement de chanteurs et de groupes et aussi de mixture culturelle et ethnique en France. On peut pas, ça n'existe plus. Piaf, c'est fini, c'était les années, vous voyez. Et donc, quelquefois, ça m'agace, ça. Et je trouve que le monde est devenu grand et on peut pas simplement jongler entre deux pays. Il faut en accueillir beaucoup d'autres. Et en fait, je serais plus pour des instituts culturels qui soient pas seulement franco-allemands, mais qui soient ouverts à d'autres et à ces migrants qui nous arrivent et qui ont une culture complètement différente qu'on a du mal à comprendre. C'est là qu'il faut travailler maintenant. La France et l'Allemagne, mais on mange pas la même chose, on porte pas les mêmes chaussures, mais on s'entend quand même bien et on continuera à s'entendre bien. Alors là, effectivement, ça, ce sont les proximités entre la France et l'Allemagne. En même temps, dans votre livre, vous faites quand même aussi une liste des petites et des grandes différences. Une des grandes différences, et là c'est dommage que M. Wickmann ne soit pas là, parce qu'il consacre aussi une part de son livre au rapport à l'histoire qu'on a en France, et c'est de ce qu'on parlait tout à l'heure avec ce débat autour de l'identité française, où l'histoire joue un grand rôle. Et vous en parlez aussi, vous dites que, comme selon votre méthode éprouvée, vous partez d'un petit fait, d'un petit constat pour ensuite élargir, vous parlez de la reconstruction du château de Berlin. Et vous dites, für uns Ausländer verkörpert der Wiederaufbau der preußischen Residenz das verkrampfte Verhältnis der Deutschen zu ihrer Geschichte. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est vrai que cette reconstruction, qui n'est pas la seule reconstruction de bâtiments historiques en Allemagne,
marque justement ce rapport difficile. C'est cool, vous connaissez ce château. Maintenant, quand je passe au Hotel des Linden, il devient de plus en plus grand. Et maintenant, c'est vraiment, on voit ce que ça va devenir, quoi. Et c'est vrai que c'était pour moi, je n'ai absolument pas réussi à comprendre comment on pouvait construire quelque chose d'un kitsch pareil. De reconstruire un château qui a été, c'est comme la Frauenkirche à Dresden ou la Römerplatz à Francfort. Enfin, c'est cassé, c'est cassé. Et je trouve qu'il y a tellement de grands architectes qui pourraient faire quelque chose de moderne, de contemporain, de fraîche. Et alors on demande, c'est l'architecte Richard Rogers, l'architecte anglais, qui disait au moment de la reconstruction de Berlin dans les années 90, Berlin est prisonnier du 19e siècle. Et bon, là en l'occurrence le château c'est pas, mais on reconstruit des choses qui ont été ou l'hôtel Adlon, je trouve ça monstrueux cet hôtel, qui en plus à un endroit qui a aucun chic, c'est plein de nouveaux riches, on refait des façades, à l'hôtel Adlon ils ont même acheté, parce qu'il faut mettre des bibliothèques dans ces vieux hôtels, alors ils achètent au mètre dans les marchés aux puces des vieux livres, et ils mettent des fissures, on peint des fissures au plafond, vous voyez, c'est ridicule. Et en même temps, un jour, je crois que j'ai compris. Parce que moi, par exemple, quand je rentre en Alsace, quand je vois la cathédrale, c'est chez moi. Ou quand je viens à Paris et que je vois la beauté du patrimoine architectural, ici, on est chaque fois émerveillé. Et je me dis, qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays où tout a été démoli? Est-ce qu'on n'a pas envie? Est-ce que si on démolissait Versailles et la cathédrale de Strasbourg, j'aurais pas envie qu'on la reconstruise? Et finalement, je suis devenue beaucoup moins critique. Et je vois ce château avec un peu plus d'humilité ou avec plus de tendresse, presque, en me disant, bah oui, je comprends qu'on ait envie de ressusciter le passé, même si ça pose alors vraiment un vrai problème historique, politique, éthique, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi de vouloir ressusciter le château des Hohenzollern? Ça veut dire que tout ce qu'il y a eu entre-temps n'a pas existé? Même chose pour la Frauenkirche de Dresden, c'était tellement beau cette ruine qui était retombée sur elle-même et c'était l'histoire, comment dirais-je, on voyait l'histoire de cette ville, oui, comme une blessure en plein milieu de la ville, et puis maintenant on a ce bâtiment, alors c'est parfaitement fait, c'est tout propre, mais ça n'a plus aucune âme. Mais je pense que c'est juste la façade derrière. Oui, ça aussi, c'est ça rend la chose peut-être encore pire. Oui, ça rend la chose encore pire, oui. Et alors, le débat était incroyable. Il y a une coupole dans le château original. Alors, on voulait l'ôter parce que ça coûtait trop cher. Bon, on fera sans coupole. Avec l'argent pour la coupole, on pourra faire des autoroutes. Enfin, il y a la croix aussi. Au dernier moment, on voulait plus mettre de croix. Ça, c'est pour des raisons religieuses. Enfin, c'était un débat extrême. Le débat est plus intéressant que la construction, c'est un peu comme le mémorial de l'Holocauste. Quelqu'un disait que le débat était tellement fascinant, c'est plus intéressant que la réalisation au bout. En même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu un point de vue de riche. Parce que en France, il y a justement un patrimoine incroyable, ce qui n'a pas empêché les Parisiens à un moment donné à réfléchir sur la reconstruction du palais des Tuileries. Mais il y a un tel patrimoine architectural qu'une petite touche de modernité de temps en temps, ça fait du bien. En Allemagne, il y a justement que du moderne, et moi je suis de Stuttgart, et vous citez dans le livre le Neues Schloss. Quand je passe devant, je suis très content qu'on n'ait pas construit à la place du Neues Schloss quelque chose comme ceux qu'ils ont construit en face. Je ne sais pas si vous avez été déjà allé à Stuttgart. En face, il y a le Kleiner Schlossplatz, c'est un monstre de béton. Donc effectivement, dans les années 50, où on faisait la ville toute voiture, je pense que tout ce qu'on aurait pu construire, même avec les meilleurs architectes, à la place de Neues Schloss, n'aurait pas la même qualité architecturale et aussi la même qualité, comment dire, comme vous disiez, de création de chez soi, n'aurait pas suscité la même adhésion que ce petit morceau de passé qu'on a reconstruit dans le... Et on l'a reconstruit tout de suite après la guerre, alors que là, on reconstruit ce château le siècle suivant. Vous voyez, c'est ça qui est étrange. Oui. Et puis le château, c'est la... On ne va pas refaire le débat, mais en fait, en plus, il y a en fait, on peut se demander, démolir ah oui, ça aussi. la République.
Ça, c'est une autre question, et pourquoi, etc. Mais le château donne quand même une certaine justification à l'urbanisme de la ville, l'axe qui en parle, etc. Donc, il y a peut-être aussi des raisons autres que... Non, c'est vrai qu'on est un peu nostalgiques. arrogant quand on est français et qu'on est, c'est vrai, c'est un problème de riche. Je crois qu'il y a 1800 monuments historiques à Paris. Donc on ne sait même plus comment les entretenir tellement il y en a. Et donc quand on a 1800 monuments historiques, on pourrait se permettre d'en oublier un, alors que à Berlin, ouais, en Allemagne, c'est pas le cas. Et cette reconstruction du château se fait dans un contexte en fait, je devrais le formuler comme une question. Est-ce qu'il se fait dans un contexte de normalisation du sentiment national en Allemagne, que vous, dont le début, d'après vous, se situe à peu près avec le Sommermärchen, quand les Allemands ont commencé à sortir sans être gênés leur drapeau? Et est-ce que du coup, cette envie de passer n'est pas quelque chose de normal, cette idée cette volonté de nation, d'appartenance, quelque chose de tout à fait naturel, justement pour quelqu'un qui est en France, qui a grandi avec ça? Oui, les Allemands sont beaucoup plus décontractés qu'ils ne l'étaient, c'est certain. Et je trouve que c'est bien, alors là, pour le coup, pour la relation franco-allemande, que les Allemands soient plus sur d'eux, et une identité plus calme. Cette auto-flagellation perpétuelle, c'était quand même difficile à vivre pour eux et pour nous aussi. Et donc maintenant, on n'a plus de nain, le nain politique n'est plus, on a un géant économique et un géant politique aussi. Et oui, est-ce que le château fait partie de ça? Peut-être, oui, de vouloir se redonner un passé, je sais pas. C'est quand même une drôle de chose. Voilà, pour moi, je peux comprendre qu'on ait envie de retrouver une architecture qu'on a perdue. En même temps, faire comme s'il ne s'était rien passé entre, c'est quand même un peu suspect, je trouve. Peut-être un dernier mot, puisque là, vous m'avez gentiment prêté votre montre, donc presque d'ailleurs, on va passer ouvrir le débat. Mais peut-être un dernier mot sur la France. Comment va la France? Je vais illustrer ma question avec une petite phrase que j'ai trouvée dans votre livre. Ich sage mir oft, dass es einem Land nicht so schlecht gehen kann, wenn es die Mahlzeiten einhält. Ça, c'est le cas en France. So schlimm kann die Krise in Frankreich nicht sein. Ça, c'était la fin d'un petit chapitre qui était comment va la France? J'en sais rien, moi. Je vois comme la façon dont on l'a décrit en Allemagne, hein, et les Allemands sont perpétuellement inquiets. Enfin, ils ont décrit pendant des années une France déprimée, qui n'a pas de punch, qui ne fait pas de réformes, etc. Et maintenant, ils voient une France qui va finalement, qui de facto assume le leadership européen avec un jeune président qui a complètement bouleversé tout l'échiquier politique, avec une société civile qui est finalement très, très vive. Il y a quand même beaucoup de gens dans les rues, il y a des manifestations, il y a des Français, ça bouge quand même en France. Donc tout à coup, l'image de la France a changé en Allemagne, hein, et c'est devenu un pays auquel on aimerait ressembler. Et d'ailleurs, tout le monde en Allemagne dit wir suchen jetzt ein deutscher Macron. Pourquoi on n'en a pas un comme ça, nous aussi? Ce que je trouve vraiment drôle, parce que... J'aurais très envie de vous entendre maintenant en tant que correspondante de médias français en Allemagne sur votre point de vue sur l'Allemagne et les négociations pour le futur gouvernement, etc. Mais c'est peut-être aussi des questions qui vont venir du public. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un micro? Il y a monsieur, dame. Il y a aussi une grande différence entre la France et l'Allemagne. Ce sont les impôts de religion en Allemagne. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, oui. Qui se prolonge dans le poids des églises, dans la vie publique. Effectivement, je crois que les églises sont le deuxième plus grand employeur en Allemagne après l'État. Oui, bonsoir Madame Hugues, Paul Arnaud, juriste. Je veux vous demander votre opinion sur le futur de la démographie des femmes allemandes. Est-ce que vous avez dressé le portrait d'une Allemagne assez décomplexée
qui aime se projeter dans les scènes mondiales et n'a pas de censure héritée du passé, c'est très bien. Est-ce que la multiculture pour les femmes va demeurer chez vous? Est-ce qu'elles peuvent être sensibles à des façons de répandre, de diffuser la méthode des propagandes pour se mettre à avoir des enfants en nombre suffisant, en nombre plus consistant, vu la faiblesse démographique allemande? Vous dites chez moi, c'est pas chez moi. Je sais pas, peut-être que les jeunes femmes, s'il y a des Allemandes dans la salle, vous pourriez m'aider sur ce point. Ouais, c'est vrai, c'est une grande différence entre la France et l'Allemagne, hein, avec la démographie allemande est très basse, mais c'est tellement plus facile en France, pas seulement parce qu'il y a des crèches, parce qu'il y a des avantages fiscaux, mais aussi parce que le pro-moral. Ce matin, je reçois une lettre, je ne peux même pas y répondre, ça m'énerve tellement, me disant oui, mais est-ce que quelqu'un a lu mon livre? Et j'ai une toute petite phrase où je dis que je sais plus qu'en France c'est plus facile d'avoir des enfants et de travailler. Et on me dit mais est-ce que c'est pas mieux pour les enfants d'avoir une mère à la maison? Ces Français qui mettent leurs enfants dans des jardins d'enfants très tôt, etc., etc. C'est vraiment un mode tellement différent. Et là, je me rends compte que oui, un mélange des deux serait bien, mais enfin quand même plus français qu'allemand, parce que je crois que je me demande si les Allemands ne font pas d'enfants, parce que c'est quand même un pays qui va. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de structure? D'ailleurs, maintenant qu'il y a plus de crèches, il n'y a toujours pas plus d'enfants, ou est-ce que c'est cette responsabilité terrible qui pose sur les épaules des femmes, qu'il faut toujours bien faire et qu'on est toujours sûr de mal faire ou pas. Je me souviens quand mes enfants étaient tout petits, d'une liaison que j'avais fait à Düsseldorf, et quelqu'un dans la salle comme vous, monsieur, a levé la main et a dit mais où sont vos enfants? Vous avez des petits-enfants, où sont-ils? Comment pouvez-vous venir partir de Berlin et venir passer une soirée à Düsseldorf? Parce que d'abord c'était une incorrection incroyable, mais en même temps, c'est ça l'idée, hein, on met pas des enfants au monde pour les confier à quelqu'un, etc. Donc je crois que c'est quelque chose plus d'ordre psychologique que d'ordre matériel, il me semble. Mais peut-être que vous avez quelqu'un d'autre en main, oui? Allez, d'autres questions. Avant de poser la question, vous pouvez éclaircir pour les non-germanophones ce mystère du « et » et de « ou ». Et puis le mot mystérieux en fin de conversation, de soirée, en fin de débat. Pour les, vous auriez dû dire tout de suite. Hein. Je n'ai pas osé vous n'avez pas osé. Alors, ou, c'est la Unterhaltungskultur, la culture du divertissement, et c'est la Ernstkultur, la culture du sérieux. Et donc en Allemagne, surtout dans les stations de radio et à la télévision, vous avez, vous avez toutes les émissions culturelles, et alors c'est toujours avec un ton, ça aussi, vous parliez de Corée du Nord, mais quand on écoute Deutschlandkultur, c'est les annonceurs, c'est fou, c'est une voix complètement monocorde, très sérieuse, avec une diction parfaite. Ça, c'est C'était les deux lettres que je n'avais pas saisies, ce que ça voulait dire. Ouais. Et puis l'autre mot mystérieux. Alors, sich auseinandersetzen, ça veut dire en fait discuter, débattre débattre dans le fond. Et auseinandersetzen, ça veut dire en gros s'asseoir, séparer quelque chose, séparer tous les arguments pour pouvoir peser le pour et le contre. C'est intraduisible en fait. Comment ça a été traduit justement dans le livre? On l'a laissé en allemand et je crois qu'il y a eu, je ne sais plus, on avait une métaphore. Maintenant, ma question, j'avais une amie de Munich, elle m'a toujours dit qu'il n'y a pas un Allemand, il n'y a pas un type allemand, parce que vous nous avez parlé toute la soirée de l'allemand, enfin l'Allemagne et les Allemands. Elle m'a dit il y a autant d'Allemands, enfin autant de gens différents en Allemagne qui avaient de duchés, de principautés, et que quelqu'un qui vient de Bavière, du sud de la Bavière, n'a rien à voir avec un Prussien. Je veux dire, c'est totalement différent. Elle m'a toujours dit ça. Ouais, donc, évidemment, c'est vrai. Et j'ai un ami, par exemple, qui est hambourgeois, qui vient d'une vieille famille de banquiers hambourgeois et qui a épousé une bavaroise. Et il a dit, j'avais toujours voulu épouser une étrangère, j'ai réussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, les différences, justement parce qu'il y a des identités régionales très fortes. En Allemagne, c'est un pays décentralisé. C'est vrai que le rhénan est plus souple que le prussien, et puis vous avez l'Est et l'Ouest. Enfin, c'est un puzzle compliqué. Non, c'est des Prussiens, mais en Allemagne du Sud, on mange. Non, et non, il y a quand même un caractère national aussi, voilà. Non, Je dirais que c'est exagéré quand même de dire que les Bavarois n'ont rien à voir avec les bourgeois. Donc il y a les Allemands, ça existe. Ils ont quelque chose en commun. Et je pense qu'il y a aussi de grandes différences entre les Parisiens et les Marseillais. Donc c'est peut-être des différences qui sont plus importantes en Allemagne compte tenu de l'histoire et effectivement d'un fédéralisme et d'un régionalisme qui va très loin dans l'histoire. Mais il y a quelque chose que les Allemands ont en commun, indiscutablement. La différence, c'est que Paris domine tout. non, la différence, dit monsieur, c'est que Paris domine tout. Et c'est vrai que ça, en Allemagne, on a eu très peur que Berlin domine tout. Mais Berlin ne domine pas grand-chose, d'ailleurs. À part culturellement, peut-être. Même pas soi-même, en fait. Même pas l'aéroport. Bonsoir, merci d'être venu. Ce qui m'intéresse, c'est les paradoxes apparents, en tout cas chez les Allemands. Et, par exemple, on parlait de la maternité, mais puisque les Allemands sont tellement dans le débat de la démocratie et une certaine libération, pourquoi, donc c'est le premier exemple, pourquoi le poids des parents, de la parentalité, ne reposerait pas autant sur les hommes que sur les femmes? Et après tout, l'homme aussi peut prendre une partie de son travail pour étudier, pour ne pas être un rappel-traître. Et d'autre part, on a évoqué évidemment le succès de l'économie allemande. Et donc là aussi, il y a un paradoxe. Est-ce que les Allemands sont conscients ou est-ce qu'il n'y a pas de matière à être conscient du coup de ce succès? On a appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait un début de salaire minimum. Et pourtant, on sait bien qu'il y a beaucoup de femmes, notamment, qui cumulent des mini-jobs qui ne rapportent pas grand-chose. Donc, est-ce que, sur ces paradoxes, les Allemands sont conscients, ou est-ce que c'est ceux qui nous faisons des idées? Alors, sur le salaire paternel, je suis contente qu'une nouvelle génération, parce qu'en France, c'est pas beaucoup mieux, hein, il y a peu d'hommes qui, quand même, restent à la maison pour élever leurs enfants, c'est bien que la nouvelle génération soit différente et ait envie de s'occuper de ses enfants. C'est possible en Allemagne, il y a de plus en plus d'hommes qui le font, mais encore c'est minimal par rapport aux femmes qui n'arrêtent pas seulement pendant 6 mois, 1 an, elles arrêtent souvent pendant 3 ans, et après, au bout de 3 ans, vous trouvez un travail. En Allemagne, il n'y a pas beaucoup de chômage, donc c'est plus facile. La deuxième question, alors là, c'est quelque chose que je trouve, quand j'étais venue au moment de la campagne électorale allemande en France, et je me suis retrouvée dans des émissions à la radio et à lire les journaux ici, j'avais l'impression de vivre dans un pays en voie de développement où tout le monde était, tous les salariés étaient, enfin personne n'avait des salaires corrects, où tout le monde vivait au-dessous du minimum vital, où il y avait le dumping loan et la manœuvre exploitée, enfin vivre dans une république bananière, quoi, en gros. Et je me disais, ça ne correspond pas du tout au pays où je vis. L'Allemagne est un pays riche, est un pays où personne ne tombe en dehors des mailles de sécurité du système social, oui, maintenant le salaire minimum, ça a été introduit il y a 1 an déjà, hein, c'est les sociodémocrates qui ont réussi à pousser ça. Mais j'avais l'impression qu'on nous peignait un pays pauvre, alors que c'est un pays riche, et je suis pas sûre qu'il y ait moins de gens qui vivent au-dessous dans des conditions, en étant sous-payés ou mal payés ou payés de façon injuste en Allemagne qu'en France. Est-ce qu'il y en a plus en Allemagne qu'en France? Je suis pas sûre. Après la réunification, effectivement, l'Allemagne était un peu l'homme malade de l'Europe. Et l'économie, les salaires s'en ressentaient, mais avec les fameuses réformes Hartz, qui ont aussi fait beaucoup de mal chez certains, ça a fait éclater le SPD, mais avec ces réformes-là, l'Allemagne a retrouvé une grande force, et aujourd'hui, l'économie en récolte les fruits, parce qu'il y a une telle demande de main-d'œuvre
que le rapport de force entre le capital et le travail s'est inversé, ce qui permet, je reçu votre dernier article, le IG Metall peut exiger 6% d'augmentation de salaire et 28 heures de travail. En fait, il y a en plus une réduction du temps de travail avec compensation de salaire. Donc, effectivement, c'est peut-être même un moment historique dont on se souviendra dans quelques temps comme un âge d'or. Oui, c'est vrai parce que quand on a dû faire des réformes en Allemagne, on a choisi l'emploi, de privilégier l'emploi, de sauver les emplois, tout en diminuant les salaires. Mais maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Mais enfin, l'économie allemande va quand même incroyablement bien. Le Point a fait un numéro spécial il y a une semaine ou deux sur la France va mieux. Et je discutais avec mes collègues à Paris qui me disaient elle va mieux, mais elle part de tellement bas, elle va mieux, mais elle va beaucoup moins bien que l'Allemagne, vous voyez. Et alors, est-ce qu'on va pouvoir répartir, est-ce que le SPD va pouvoir se battre pour répartir maintenant la richesse et que les salaires soient augmentés et que les gens soient correctement payés? Mais ça, il faudrait demander à un économiste, hein, parce que ce serait vraiment intéressant de voir s'il y a plus de dumping loan en Allemagne qu'en France. Je ne suis pas tout à fait sûre, moi. Si vraiment les lois sociales se protègent mieux les salariés en France qu'en Allemagne. Alors, je vois encore une main qui se lève là-bas. Je voudrais savoir si l'existence d'un journalisme du type de Charlie Hebdo est concevable, existe en Allemagne, et sinon, est-il concevable cette dérision et cette critique constante? Est-ce qu'elle peut être acceptée par l'esprit allemand? Difficile, hein. Il y a Titanic. Oui. Il y a des exemples de magazines satiriques en Allemagne. Il y a des cabarettistes qui ont cet humour, mais cet humour de Charlie Hebdo, c'est quelque chose de très français. Il a été traduit il y a un Charlie Hebdo allemand, par Solidarité, etc., mais je crois qu'il a dû faire quelques numéros, il a déjà fermé, parce que ça n'a pas marché. Et ce Titanic s'attaque à la religion comme en France? Ou est-ce que c'est un tabou? Ah, je crois que c'est... Il y a la religion, parce qu'il y a les religions, donc c'est déjà... Ouais. L'habitude de plusieurs religions fait qu'on a une attitude tout à fait différente des phénomènes religieux. Oui, mais est-ce que c'est un tabou en Allemagne? Non, il y a des caricatures aussi sur les curés, sur les... non, il y a... Mais pas avec la violence, ou pas violence, c'est pas le bon mot, mais c'est pas aussi radical que Charlie Hebdo. Et ça a à voir avec l'humour aussi, hein. Ça a à voir avec l'humour, et là, je pense au livre de M. Mitre, parce qu'il en parle aussi. Il dit que c'est un trait de la liberté en France, qui peut-être avec vous avez tout à l'heure utilisé le terme anarchisme, qui est peut-être, qui ne correspond peut-être pas à une sensibilité allemande. Il y a parce que Charlie Hebdo, je ne sais pas s'il y a des éditeurs de Charlie Hebdo dans la salle, c'est comme très particulier. À la limite, on ne peut même pas trouver ça très drôle. Il y a un usage de méchanceté et de vulgarité qui fait quelque chose de très particulier, qui est justement la volonté de provoquer, peut-être simplement par goût de la provocation. Pour casser l'école. Une question au fond. J'aurais voulu savoir si vous avez quelque chose à nous expliquer à propos de la façon dont les Allemands considèrent aujourd'hui, j'allais dire les Allemands de l'Ouest, considèrent les Allemands de l'Est. Est-ce qu'il y a une évolution du mépris? Vous pouvez constater très facilement en Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de l'Est, des Allemands pour les Allemands de l'Est. Ils essaient, je ne parle pas allemand, hein, mais enfin, bref, il y avait deux mots qui... Les Wessis et les Ossis. Voilà, les Wessis et les Ossis, il y avait un mépris considérable. Où en est-on? Eh ben, il y a une chose malheureuse qui arrive aux Allemands de l'Est, c'est qu'il y a beaucoup
d'électeurs d'extrême droite en Allemagne de l'Est. Pas seulement en Allemagne de l'Est, mais aussi en Allemagne de l'Est, en particulier en Saxe, la région de la Saxe. Et ça, je crois que ça a beaucoup... j'ai entendu beaucoup de gens à l'Ouest qui disaient on les a abreuvés de financement, on a remis leur pays sur place, ils ont droit à tous les bénéfices, la retraite, la sécurité sociale, comme nous, et maintenant ils nous font un coup pareil, ils sont toujours pas contents. Et c'est vrai que c'est compliqué. J'ai été cet été à Leipzig pour voir les représentants de l'AfD, du parti d'extrême droite, à la mairie, et je disais, je ne comprends pas, quand on voit cette ville de Leipzig qui est totalement transformée, et puis tout est neuf, quoi, comme ça vient d'être fait, qui fleurit, et je disais, mais pourquoi des gens, pourquoi vous votez c'est pas pour des raisons économiques, en plus les gens, les membres de l'AfD et les adhérents de l'AfD, toutes les études montrent que ce sont des gens qui sont plutôt bien situés socialement. C'est pas comme en France, certains électeurs du Front National dans le nord de la France, dans des régions sinistrées, pas du tout. C'est des gens qui ont des bons salaires, qui n'ont pas de soucis à se faire pour leur avenir, et le souci, il est plus fantasmatique, quoi. Ils ont peur de perdre les acquis, ils ont peur, et je comprends les Allemands de l'Est, ils ont peur de tous ces gens, et eux ont été pris en charge, maintenant il y en a d'autres qui viennent, qui vont être pris en charge aussi, et je crois que ça n'a pas améliorer l'image que les Allemands de l'Ouest se font des Allemands de l'Est. Et c'est toujours, les jeunes générations, ça se sent presque plus. Mais, et une des explications aussi de la force et ça je crois que c'est très vrai, de la force du vote extrême droite en Allemagne de l'Est, c'est qu'on règle maintenant des vieux comptes avec, je veux dire, ça s'est quand même passé de façon assez violente en 89. Vous voyez, toutes les élites est-allemandes ont été laminées dans les universités, dans les bureaux, dans la politique. Ce sont des Allemands de l'Ouest qui ont été mis au pouvoir. Et ça, c'était une chose que les représentants de l'AfD me disaient à Leipzig. Ils me disaient, mais on veut enfin maintenant un maire de l'Est à Leipzig. Depuis 89, ils ont des maires de l'Ouest. Et on veut une élite politique et une élite intellectuelle dans une université qui viennent de l'Est. On ne veut plus être gouverné. Et ça fomente depuis longtemps, et j'ai l'impression que le vote ASD est un exutoire pour cette frustration-là. L'Allemagne de l'Est a absorbé beaucoup d'étrangers. Sous quelle proportion vous dites ces étrangers, ces nouveaux arrivants vont bénéficier des mêmes avantages que les Allemands avec la retraite, avec les salaires? On ne parle pas des étrangers, hein. Des étrangers en tant que des intrants étrangers en Allemagne de l'Est. Est-ce que c'est vraiment très immense ou... Non, c'est un système. Quand les réfugiés ou les demandeurs d'asile, quand ils sont arrivés en 2015, il y a tout de suite eu un système de quotas pour les répartir dans les régions. Je crois que c'est au prorata de la population de la région et de la richesse de la région. Et il y en a plus à l'ouest qu'à l'est. Et c'est d'ailleurs assez frappant. Là, j'ai viens de faire une Lesereise, enfin, j'ai fait une tournée avec mon livre pour le présenter dans des petites villes comme Landau. Et donc, c'est étonnant dans les petites villes allemandes comme on les voit. À Berlin, il y a tellement il y a un tel brassage qu'on ne voit pas les migrants. Alors que dans les petites villes allemandes, ces petites villes, vous savez comment c'est, prêtes avec die Fußgängerzone und alles so ganz, um 8 Uhr gibt's nicht, also gibt's noch 1-2 Kneipen und das war's. Et on les voit. Mais dans certaines villes, c'est comme en Alsace. L'Alsace a voté toujours, vote très massivement Front National, et généralement, c'est dans des villages où il n'y a pas un seul migrant à perdre de vue. Enfin, c'est la peur, elle est pire que la peur quand elle est devant vous, parce que quand vous avez un migrant devant vous, ça devient un être humain et vous gérez. Alors que quand c'est un fantasme lointain, et ça c'est un peu, il y a beaucoup de régions en Allemagne de l'Est où il y en a peu, et c'est dans ces régions-là qu'on vote très massivement à l'extrême droite. Une question au fond. Bonsoir. J'ai vécu 5 ans à Düsseldorf et j'ai ressenti, beaucoup de ce que vous avez dit, je l'ai ressenti également. Et je pensais à 2 autres thématiques comme les programmes télé et le carnaval. Est-ce que vous en parlez aussi
dans votre livre? Non, mais hier soir, je zappais sur la télévision, ou avant-hier soir, il y avait cette grande cérémonie, ça c'est à Arnes, à Aix-la-Chapelle, où les hommes politiques viennent ouvrir le carnaval. C'est assis à des grandes tables, des bocs de bière, etc. Je me disais, bon, je suis jamais allée au carnaval. Et j'aimerais, avant de partir ou avant de mourir, j'aimerais aller... Pardon? Vous avez été, vous? Alors racontez plutôt vous comment c'est. En fait, j'avais une idée un petit peu des Allemands, entre guillemets, un peu coincés. Et au carnaval, j'ai un peu changé d'avis. Mais c'est seulement ce jour-là, c'est vrai oui, mais c'est ça, mais en fait, puis bon, les cravates qu'on coupe, etc. Enfin, c'est un peu, pour une Française, c'est un peu rigolo de découvrir tout ça. Et puis, bon, ils sont quand même très, très libérés, on va dire sexuellement, ce soir-là, passé ce soir-là. Et enfin, moi, quand j'arrive, je dis je suis française, House Paris, alors là, j'ai l'impression que tout de suite, j'ai la réputation française qui me précède, et je dis moment, et en fait, qui sont beaucoup plus libérés qu'on ne croit, et peut-être s'ils se retiennent toute l'année, et carnaval, c'est... Bon. Et je me suis juré un jour de faire le carnaval du début à la fin, parce que c'est quand même un drôle de truc. Hein. Bon, oui. Et puis, cette soirée à la télévision, ils sont tous avec leurs lunettes, et tous, il y avait Gregor Gysi, le chef vous voyez, le chef du Link, enfin, le parti extrême gauche qui était là. L'AFD, je ne suis pas sûre qu'il y avait quelqu'un. Mais enfin, il y avait le Gotha du personnel politique allemand avec des petits chapeaux, des flonflons, des grosses lunettes. C'était tellement étrange. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait explorer. La une grosse différence entre l'Allemagne et la France, c'est que tous les Allemands, depuis déjà les grands-parents au XIXe siècle, apprenaient à l'âge de 17-18 ans à danser avec l'école. On va dans la Tanzschule, on apprend à danser les valses, les tangos, les foxtrots, etc. Et ça crée, alors on fait des balles après, et ça crée une vie sociale qui... Et les Allemands savent parfaitement danser, c'est un grand plaisir. Et moi, pour moi, ça a été une grande surprise quand je suis arrivée en France. Je me mariée avec un musicien, mais tout en étant musicien professionnel, il ne sait pas danser. En France, les gens n'apprennent pas à danser. Alors le rock'n'roll, c'est un peu libre de jeunesse, mais ça ne joue pas socialement le rôle que ça jouait chez les Allemands. Mes parents, ils faisaient des balles à la maison, ils invitaient tous leurs amis, ils prenaient un thème, un sujet, et tout le monde dansait. Et en ce moment, je ne sais pas si c'est comme ça à Paris, mais en ce moment à Berlin, c'est la mode du swing. Aussi en France, hein. Ouais. Bon, ça, c'est une différence. Et une autre, c'est la remise des diplômes. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon bac, il y avait un vague tableau dans la cour. Alors, on allait voir si on avait son nom, on voyait la mention, et puis c'était tout. Il n'y avait pas de fête, il n'y avait rien. Et en Allemagne, il y a une fête, il y a Abiball, il y a beaucoup plus de rituels que ce que je trouve vraiment bien, parce que c'est un moment important, le bac. C'est pas simplement un diplôme, mais enfin, c'est un passage dans une autre vie. J'ai juste une question. Est-ce que vous écrivez vos livres en allemand ou en français? En français. J'ai une traductrice, oui, et je crois que je n'arriverai jamais à les écrire en allemand. Je parle bien, mais écrire, c'est trop difficile. J'aurais l'impression de passer le bac. Je l'ai lu en allemand, il est très bien traduit. Très bien traduit. Au Carnaval, on donne un ordre wieder den tierischen Ernst. Je vous le donnerai aussi. Ça me fait penser à une phrase que j'ai mentionnée tout à l'heure, que vous citez dans le livre. J'ai que la version allemande, donc pour ceux qui ne parlent pas allemand, vous allez faire la traduction. Das Lachen, c'est ce que disait apparemment un comique français, et c'est vrai que le livre, effectivement,
souvent incite à rire. Das Lachen ist wie ein Scheibenwischer. Der Regen hört nicht auf, aber man kann weiterfahren. En français, Ah bien, en français, le rire, c'est comme un. Le rire, c'est comme un essuie-glace. Ça n'efface pas la pluie, mais on peut continuer à conduire. Ça ne fait pas disparaître la pluie, mais on peut continuer à avancer. Grande sagesse. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on termine sur ce mot pour faire bonne route? Voilà, une séance dédicace. Donc, merci beaucoup à tous d'être venus ici et merci à Pascal Hugues de sa participation et je vous dis à la prochaine occasion à la maison.